Chers téléspectateurs d'Amani TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Un entretien avec. Je suis Sophia Ba et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Madame Cécile Goudou, présidente du réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation, appelé aussi Régie. Elle est également journaliste de formation. Elle va nous parler de la création de ce réseau, du pourquoi et du comment nous avons besoin de ce réseau ici en Afrique. Madame Cécile, bonjour. Bonjour chère Sophia et bonjour aux téléspectateurs de Amani TV. C'est un plaisir de vous recevoir et de recevoir une journaliste dans cette émission aujourd'hui. Partagé. Alors Madame Cécile, je l'ai dit, vous êtes journaliste de formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours justement de journaliste, par où vous êtes passée pour en arriver là aujourd'hui, présidente du réseau Dupont-Verlon? Alors, journaliste, parcours très ordinaire et très modeste. Je fais l'école de journalisme, je finis avec une licence en journalisme. Après, je vais faire un master en spécialisation en traitement de sujets politiques et environnement. J'ai fait un master en environnement et un master en politique également. Et je rentre à la télévision nationale du Bénin en 2009. 3 ans après, je vais à la radio nationale du Bénin où je suis restée beaucoup plus sur ces deux thématiques-là, politique et environnement. Chef desk santé et environnement de la radio nationale du Bénin. Après, je passe rédactrice en chef adjointe à la radio nationale du Bénin toujours jusqu'en 2024 où j'ai quitté la radio nationale du Bénin pour me retrouver ici au Sénégal en tant que rédactrice en chef adjointe de la rédaction digitale de France Média Monde. ZOA, une nouvelle rédaction qu'on vient de lancer au niveau de France Média Monde. Et comment je me retrouve présidente du réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation? Eh bien, en 2016, en tant que jeune journaliste, j'ai décroché le prix RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui est un prix instauré par RFI, France Média Monde, pour honorer la mémoire de ces deux journalistes-là, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été enlevés en plein reportage au nord du Mali, à Kidal en 2013, et qui ont été assassinés. Et donc RFI a instauré ce prix pour récompenser les jeunes journalistes braves qui font de belles productions, qui vont sur le terrain, qui bravent les difficultés, les obstacles. Et donc j'ai gagné ce prix-là en 2016 et devenue donc lauréate de ce prix. Et chaque année, ce prix récompense donc un journaliste et un technicien, exactement comme le binôme Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ghislaine était la journaliste, Claude était le technicien. Et c'est ensemble qu'ils étaient sur le terrain, c'est ensemble qu'ils ont connu la mort et tout. Et au bout de la 10e édition de cette bourse, en 2023, on se retrouve avec 10 lauréats journalistes, jeunes journalistes venus d'un peu partout en Afrique et 10 techniciens, jeunes techniciens venus d'un peu partout. On s'est dit, ben, on est 20, on est jeunes, on voit l'Afrique de la même façon. On a encore plein d'autres jeunes confrères qui voudraient bien faire cette expérience avec nous, peut-être qui voudraient bien aussi, qui ont des choses à partager, des choses à dire sur le plan professionnel. Nous aussi, on en a. Mais pourquoi on ne crée pas ce creuset-là dans lequel, entre jeunes confrères, on partage les expériences. On fait même des productions collaboratives ensemble et tout pour asseoir cette famille de jeunes journalistes africains sur le continent. C'est de là qu'est partie l'idée. Et donc, le 1er novembre 2023, on s'est retrouvés tous à Abidjan, tous les 20 et tout. Et on a lancé ce réseau, le réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation. Parce que quand vous voyez un peu l'histoire que j'ai racontée par rapport à ça, il fallait être sur le terrain. Ghislaine et Claude étaient sur le terrain. Et également, tous ces journalistes qui ont été primés ont fait des reportages pas évidents, des reportages difficiles à polémique sur le terrain. C'est ça qui leur a valu ce prix-là. Et tout, on s'est dit, mais on voit également dans nos rangs ces jeunes journalistes, ces jeunes confrères qui viennent, mais qui ont beaucoup d'appréhension par rapport au journalisme de terrain, à l'investigation, à l'enquête. Des fois, on se contente juste du factuel, des comptes rendus dans notre confort de journaliste qui va couvrir des ateliers et tout. Et on s'est dit, nous, dans notre réseau, c'est promouvoir ça, et fouetter cette fibre-là du journalisme de terrain, le goût de l'enquête aux jeunes journalistes. C'est pourquoi on a opté pour la promotion de l'investigation dans le Régie. Et donc, c'est comme ça que le Régie est né. Et pour ce début, les confrères ont vu ma modeste personne, celle qui pourrait déjà donner le ton.
et on m'a confié la destinée de ce réseau-là que je dirige depuis 2023. Félicitations à vous et c'est pas pour rien, on voit à travers votre parcours beaucoup d'humilité vraiment, mais c'est vraiment un très beau parcours, on voit que vous avez gravi les échelons et comme on le sait, c'est avec le travail qu'on passe de stade en stade et qu'on arrive là aujourd'hui où vous êtes. Donc moi je tenais à vous féliciter par rapport à ça. Et j'aimerais qu'on reparle de ce beau métier qui est le nôtre, le journalisme, mais plus particulièrement le journalisme d'investigation. Souvent, on dit que c'est un métier assez ingrat parce qu'on prend beaucoup de risques. Vous voyez, une belle chose aujourd'hui qui a vu le jour comme ce réseau, mais qui est basé sur une tragédie de deux personnes de la presse, un technicien et une journaliste qui sont allés sur le terrain pour faire des reportages, pour parler de ce qui se passait dans des zones très compliquées, dans une zone très compliquée et malheureusement qui ont trouvé la mort. C'est une tragédie, moi j'ai envie de dire. Est-ce que les gens comprennent à votre avis assez l'ampleur de ces risques que l'on prend quand on se dit journaliste d'investigation? Alors, comme vous l'avez déjà dit, c'est très ingrat. Quand tu choisis d'aller faire l'enquête, quand tu choisis d'aller fouiller, d'aller au-delà du factuel servi quotidiennement dans les métiers, dans les médias et tout, mais nous, on commence par prendre conscience quand même un peu que le public arrive à apprécier cet effort. Quand des journalistes d'investigation, quand des journalistes travaillent parfois en collaboration et sortent certaines choses qui ne sont pas forcément le récit, le narratif habituel qu'on sait dans les médias, on commence par à voir que le public commence par apprécier cet effort supplémentaire qui est fait. Mais vous l'avez souligné également, il y a le risque derrière. Est-ce qu'il faut y aller dans le style... peu importe ce que... Un journaliste qui informe, un journaliste qui arrive à donner l'information, qui arrive à dire ce qui se passe, c'est un journaliste vivant. C'est un journaliste debout. Tout à fait. Eh ben oui, quand tu es mort, tu as beau avoir tous les rêves de raconter des choses, tu ne racontes plus. Et donc aujourd'hui, l'équation qui s'impose à nous les journalistes également, c'est de mettre le risque dans la balance, la passion, le devoir, la mission d'informer, mais également à côté du risque. Jusqu'où je peux aller pour continuer à rester vivant pour le faire. Ce n'est pas de la peur, mais il ne faut quand même pas également être suicidaire. Il ne faut pas être des journalistes kamikazes. Et donc, c'est ce travail que nous avons fait au niveau du régie, au sein du régie, en disant aux jeunes journalistes, sortons de notre zone de confort, sortons des rédactions, sortons de la fraîcheur des climatiseurs et tout, mettons notre sac à dos et allons chercher des réponses qui sont vraiment au fin fond de nos communautés. Allons rencontrer ces personnes qui ont des choses à dire, peut-être des choses délicates où on les empêche de dire. Allons les convaincre pour qu'ils puissent les dire. Mais à quel prix? Calculons également le prix. Et c'est le travail qui se fait au niveau du régie. Mais je sens que de plus en plus, ce travail d'investigation des journalistes est récompensé et par le public, est apprécié par le public. On sent de plus en plus que le public a beaucoup plus de respect pour ces journalistes-là qui font ce travail-là. Ils arrivent à les distinguer. Quand vous allez à la rencontre des gens et tout, tel journaliste a signé telle enquête et tout, tel journaliste a fait telle chose, on apprécie beaucoup plus que le journaliste qui couvre les ateliers, les ateliers de validation et les conférences de presse, je ne sais pas. Oui. Non, tout à fait, c'est important. Alors justement, vous avez parlé du travail que vous faites à l'intérieur du réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire là, moi j'apprends, vous évaluez le risque et vous aidez en fait les journalistes à prendre les bonnes décisions. Parce que oui, on a besoin de journalistes qui vont sur le terrain, mais peut-être pas au prix de leur vie. Toutefois, comment vous faites justement pour évaluer cela et pour peut-être les protéger? Est-ce que vous avez une mission pour mieux protéger ces journalistes-là? Parlez-nous du travail qui est fait au sein du réseau depuis 2 ans. Alors, au sein du régie, on a 2 pôles d'activité. On a la formation, on a la production. Au niveau de la formation, c'est beaucoup de partage d'expérience, comme je l'ai dit, des aînés qu'on invite, des seniors qui ont de l'expérience, qui ont connu le terrain, qui connaissent les vicissitudes du terrain, qui viennent partager leurs expériences. On a des webinaires très réguliers. Chaque mois, parfois, dans un même mois, vous avez 2 ateliers et tout, parce que ce n'est pas tout le monde qui se rencontre au même moment. Nous sommes quand même 300 membres à travers 20 pays d'Afrique et Haïti également. Et donc, on le fait par groupe pour qu'il y ait beaucoup plus de concentration, de proximité avec les formateurs qu'on invite. C'est la première chose. Et dans le volet formation également, on fait du recyclage, rappeler certains thèmes, certains réflexes, certaines bases même de notre métier, le sens même du journalisme.
qu'on a peut-être parfois tendance à oublier quand on est dans le feu de l'action et tout. Donc, des basiques qu'on rappelle chaque fois aux journalistes, la déontologie, l'éthique et tout, la rigueur professionnelle dans notre travail. Et ça, c'est le volet formation. Il y a le volet production. Et c'est là qu'on fait vraiment ce travail-là. On rappelle souvent à nos journalistes, tous les membres du régie, que le journaliste d'investigation, ce n'est pas le policier, ce n'est pas l'inspecteur de police. Le journaliste, on arrive à tracer cette ligne rouge entre le travail d'enquête judiciaire. Le journaliste d'investigation doit être celui qui contribue peut-être à l'éclatement d'une vérité et tout, mais ce n'est pas celui qui va jouer les espions, qui va jouer aux policiers, aux justiciers et tout. Non, celui qui va jouer aux héros. Le journaliste d'investigation sort l'information et à partir de ce moment, sur toute la ligne, s'il doit y avoir des informations judiciaires, des actions judiciaires et tout, chacun a son couloir. Le journaliste d'investigation n'est pas un justicier. C'est quelque chose qu'on essaye d'inculquer tous les jours à nos membres, mais qui ont épousé vraiment cette vision de la chose. L'autre chose aussi qu'on fait au niveau du régie, c'est qu'on travaille tous les sujets, mais on ne va pas en politique. On ne va pas en politique. On traite de l'environnement. Il y a tellement d'enquêtes aujourd'hui à faire sur les catastrophes environnementales. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur les sujets de société. Ces faits de société aujourd'hui qui sont tabous peut-être dans nos pays et dont on ne parle pas. Il y a tellement de choses à dire sur la culture, à dire sur le sport. Il y a tellement d'enquêtes et de choses à faire qu'on s'est dit, nous on a constaté qu'il y a une surinformation en politique aujourd'hui. On a dit, le régime, on se concentre sur les autres. Il y a aussi de l'investigation à faire sur ce niveau-là. Donc on encourage nos journalistes à aller sur ces terrains-là. On a donc 3 pôles de formation. On forme beaucoup en environnement et développement durable. Des sujets très actuels qui nous touchent tous des villes au village, du nord au sud, de l'est à l'est dans nos pays. On spécialise nos journalistes dans le fact-checking, déconstruire la désinformation, quelque chose avec laquelle on doit forcément composer aujourd'hui en tant que journaliste, parce que là où tu as la vraie info, la fausse est juste à côté. La bonne est livrée. Donc, on les spécialise en ça pour qu'ils soient des journalistes de qualité. Et on les spécialise également dans la promotion des droits de l'homme, la promotion des droits de la femme et tout. Donc, ce sont nos 3 pôles de spécialisation à l'interne, beaucoup de formations de recyclage. J'ai parlé de l'autre volet qui est la production. Et c'est là qu'on cherche vraiment à protéger nos journalistes, parce qu'on a des membres qui viennent des pays dans lesquels ils ne peuvent pas publier certaines enquêtes qu'ils ont réalisées. Ils ne peuvent pas évoquer certains sujets et tout. On a dit, mais c'est là qu'on a développé un journalisme collaboratif. On a des confrères qui sont du Burundi, du Bénin, des confrères qui viennent du Tchad, des confrères qui sont burkinabés, maliens et tout, qui nous font des enquêtes, qui font des pans d'enquête qu'ils reversent, et d'autres font également les leurs, et on signe des enquêtes ensemble. Nos productions sont signées régies. On n'expose pas les journalistes qui ont signé ces enquêtes-là depuis leur pays et tout. Et donc ce journalisme collaboratif nous permet de protéger nos membres qui sont dans ces pays-là, qui investiguent sur des sujets qui, s'ils les avaient signés tout seuls, représenteraient des risques pour eux, mais qui reversent, et c'est tout le réseau qui les signe. On a signé 5 grandes enquêtes collaboratives depuis la création du réseau. C'est l'exemple de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs à travers nos pays et tout. Des sujets que dans certains villages du Tchad, aussi bien les éleveurs que les agriculteurs ont refusé d'évoquer et tout, mais il fallait leur donner l'assurance qu'on ne dit pas qui vous êtes et tout. Ce n'est pas un journaliste tchadien qui va le raconter. Et donc, on a des confrères qui ont fait cette enquête au Tchad. On a des confrères qui ont fait cette enquête dans le nord du Cameroun. On a des confrères qui ont fait cette enquête dans le nord du Bénin, où ces choses-là sévissent et tout, qui reversent. Et parfois, tu as un papier envoyé du Sénégal, c'est un journaliste togolais qui le relit, c'est un journaliste gabonais qui fait une deuxième relecture, c'est un technicien malien qui fait le montage, et c'est un journaliste peut-être congolais qui pose la voix sur le reportage et tout. Et donc, on signe ces enquêtes de façon collaborative pour protéger nos journalistes à travers leur pays. C'est clair, parce qu'au final, c'est une force, parce que qui attaquait finalement? Finalement, vous ne savez pas qui attaquait, tout le monde y est. Voilà. C'est ça, et je reviendrai justement sur cet aspect un peu de protection du journalisme et même de protection de la liberté d'expression, parce que c'est un sujet à thème actuellement dans nos pays, même ici au Sénégal. On y revient. Mais avant cela, j'aimerais d'abord parler de ce que vous avez dit, le fait que vous dirigez plus les enquêtes et vous poussez plus vos journalistes dans le réseau à travailler sur tout ce qui est environnement, culture, et à laisser un peu de
côté la politique. Est-ce que aussi c'est une manière de garder, de leur permettre de garder leur indépendance? Parce qu'on sait que souvent politique et journalisme, ça crée des fois des conflits, ça crée des situations où le journaliste se retrouve un peu emprisonné parce qu'on sait que, voilà, on connaît un peu les pesanteurs de la politique. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous les poussez à s'éloigner un peu de la politique? Oui, nous laissons le libre choix à nos journalistes, à nos membres à aller vers la politique dans leur pays, dans leurs médias, parce que ce n'est pas une rédac le régit, c'est un réseau, chacun a sa rédaction. Tout à fait. Dans ta rédaction, tu traites des sujets politiques au plan national, tu les traites, mais pour ce qui est de ta contribution au niveau du régit, on t'encourage vraiment à laisser de côté ces sujets-là, où parfois c'est très incestueux entre le journalisme et le politique. Parfois, également les pousser à les amener à les préserver de cette perversion vers laquelle certains sujets politiciens peuvent les pousser également. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis spécialisée en politique. J'ai conduit le débat politique de la Radio Nationale, le débat phare de la politique de la Radio Nationale pendant près de 6 ans. Mais je me suis spécialisée également en environnement. Mes plus grosses enquêtes sur le terrain que j'ai signées, c'est en environnement que je les ai faites. Mais j'ai gardé, mais sur la Radio Nationale, je faisais les débats politiques jusqu'en avril dernier où j'ai quitté la Radio Nationale du Bénin. Et donc, c'est arrivé à leur donner ce deuxième pan, cette deuxième marche qu'ils peuvent gravir sans pour autant se laisser pervertir, sans pour autant se laisser corrompre par tout ce que s'embrigader dans les sujets politiques peuvent leur amener. Mais on leur laisse cette liberté de le faire. Mais au niveau du régime, on ne vous l'impose pas, mais on vous encourage, on vous montre également le potentiel de ces autres thématiques. Tout ce que vous avez aussi à dire sur ces autres thématiques pour leur dire, il ne suffit pas juste d'être un journaliste politique spécialisé en politique, mais vous pouvez faire autre chose, trouver une autre voie où il y a encore des choses à dire. Super, surtout des sujets ici en Afrique, on devrait peut-être plus traiter, plus mettre l'accent sur le culturel, sur l'environnement, c'est important. La société, on a également plein de... Le digital aujourd'hui, les startups, l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses à dire qu'on se dit, parfois on peut... Et toutes ces choses-là rejoignent la politique. Il y a des problèmes de gouvernance qui transparaissent quand vous traitez ces sujets-là, où vous n'êtes pas obligé tout le temps de traiter des sujets sur révision de constitution, combien de mandats, qui est en exil, qui est enfermé qui est enfermé qui. Même sans le dire ainsi, même à travers ces sujets-là, des sujets de société, les problèmes de chômage, les problèmes d'insertion des jeunes, les problèmes d'épanouissement, de respect des droits des femmes, des minorités et tout, il y a tellement de choses à dire que vous rejoignez forcément à un moment la politique, sans pour autant verser dans les discours politiques. C'est exactement vrai de toute façon, Madame Goudou. Alors, j'aimerais revenir sur cette affaire de protection du journalisme dans nos pays et de la liberté d'expression, qui est un challenge actuellement, il faut le dire. Quand on va dans des pays qui vivent actuellement des situations un peu compliquées, la sous-région, je parle du Mali, je parle du Burkina, et même d'un côté un peu au Sénégal, on a l'impression que le challenge est de plus en plus là quand on parle de liberté d'expression du journalisme, permettre aux journalistes de faire leur travail d'une manière libre et de relater les faits, sans que ce soit de la propagande, mais de relater les faits avec éthique et déontologie, mais d'une manière libre et sécuritaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question actuellement dans nos pays? C'est une question éternelle. Nos aînés ont été confrontés à ça, peut-être pas de la même façon, pas dans le même contexte. Nous y sommes confrontés, nos jeunes frères y seront confrontés. La liberté du journaliste ne sera jamais un acquis définitif. Vous avez cité quelques pays, mais c'est dans tous nos pays. C'est seulement que le phénomène change de forme à travers les pays. Dans certains pays, c'est juste qu'on ne vous enferme pas, mais on arrive à vous mettre... C'est vous-même que vous enfermez. Dans certains pays, on vous enferme, on vous poursuit, on vous pourchasse. Dans certains pays, on vous pousse tous à l'exil. Dans certains pays, on vous oblige même à abandonner le métier. Et donc, c'est un problème tellement réel et actuel qu'il faut qu'on se regarde en face et qu'on comprenne aujourd'hui que le journalisme est mis mal à l'aise partout sur le continent. On est de plus en plus dans des contextes où on n'a pas envie d'écouter le journaliste, on n'a pas envie de le laisser dire. C'est ça. Et il faut que le métier existe. Pour que le métier existe, il faut que le journaliste continue d'écrire, mais avec toute l'éthique et la déontologie qu'il faut. Et ça, c'est des deux côtés.
le politique ne te laissera jamais en tant que journaliste faire ton travail tel que tu le veux. Ouais. Mais toi aussi, il faut que tu arrives à te laisser le faire. Ouais. Parce que même dans nos propres, on a de ces journalistes-là aussi qui confondent et le journalisme et la communication. C'est vrai. Même dans la corporation. Oui. Vous avez des journalistes qui sont dans l'information. Vous avez des journalistes qui sont dans la communication. Vous avez des journalistes qui sont dans des rédactions, qui sont également attachés de com, attachés de presse, de politique, d'institutions, de ministères. Mais comment vous ouvrez la porte aux politiques pour entrer chez vous? C'est vrai. C'est ça. Si une institution, un ministère arrive à avoir un journaliste qui est encore en poste dans une rédaction comme attaché de communication, et là, cet attaché de communication dira à celui avec qui il travaille ça, il ne faut pas qu'on dise ça aux journalistes. Lors de la conférence de presse, ne répondez pas à telle question. Ce sont nos propres confrères qui les briefent, qui leur ouvrent la porte. Et c'est là que ces gens comprennent que, OK, on ne devrait pas laisser le journaliste dire ça et tout. Ils n'ont pas appris le métier avec nous. C'est nous qui leur apprenons le métier. C'est nous qui leur apprenons comment il faut dribbler les confrères. Tout à fait. Ça, c'est dans nos rangs. Du côté du politique, comme on le dit, les problèmes de gouvernance qu'on rencontre dans nos pays et tout, quelle politique a envie que vous alliez montrer que le contrat d'exploitation minière ici, qu'ils ont signé, met à mal toute une région, le sous-sol, la nappe phréatique, crée des problèmes de santé? Il ne faudra pas qu'on le sache. Et c'est là qu'on va s'entrechoquer, on va tout le temps se taper avec le politique et tout. Et ils ne nous laisseront pas faire. Moi, c'est pourquoi je dis que le problème de la liberté de la presse, c'est un problème éternel. Chaque génération de journalistes se doit de l'affronter selon le contexte actuel, selon les outils, les éléments qu'il a sous la main, quitte à passer la main à d'autres qui viendront. Nos grands frères ne l'ont pas vécu dans un contexte où il y a le numérique, tout est développé et tout, où des politiques ont leur chaîne à eux, en ligne et tout, où les médias font un travail à côté de l'autre, ils ont également leurs canaux de diffusion et tout, ils font de la concurrence pratiquement aux médias et tout. C'était pas ça avec nos grands frères. Peut-être qu'avec nos jeunes frères qui viendront, ce sera une autre forme. Et donc la vraie question pour nous, c'est comment on survit avec cette guerre et les outils qu'ils ont en main actuellement pour nous combattre en tant que journalistes. Comment on survit? C'est la question de l'adaptation à son temps, de l'adaptation face aux méthodes, aux mécanismes de bâillonnement de la presse que nous avons en face de nous. Et justement, je vais en profiter carrément et aborder ce projet du Régie où chaque année nous faisons une grosse conférence sur un sujet lié à notre temps, un enjeu lié au métier et tout. Et l'année dernière, on avait travaillé sur la désinformation. Dans les journaux, surtout avec les confrères qui travaillent dans nos langues locales. La désinformation, ce n'est pas que se dire, bon, telle chose est fausse, mais je le dis. C'est aussi le fait qu'en traduisant juste une info du français à une langue locale, ça peut changer. Et ça aussi, tu as la mésinformation, tu as la malinformation. Parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise intention. Et donc, on a travaillé sur ça. On a fait une grosse conférence à Cotonou sur ça, qui a rassemblé près de 250 jeunes journalistes, des étudiants, des confrères, des aînés venus d'autres pays. Et pour l'édition 2025 de notre conférence annuelle, justement, on veut travailler sur le sujet parce que c'est là, ça nous touche au quotidien. Cette année, on va travailler sur le thème conflit et terrorisme, les défis des journalistes africains. Aujourd'hui, les journalistes africains, on parlait de politique tout à l'heure, mais ce n'est pas la seule menace. Dans nos pays où il y a des conflits, les groupes armés, les belligérants deviennent également une menace pour la liberté de la presse, où des militaires, des rebelles ne veulent pas que les journalistes disent peut-être les exactions et tout qu'ils commettent sur le terrain et tout. Et donc le politique était l'éternelle menace pour les journalistes. Aujourd'hui, ce sont les groupes rebelles, les groupes armés qui deviennent une menace pour les journalistes dans les pays où il y a ces situations sécuritaires très fragiles. Et aujourd'hui également, c'est le terrorisme qui est une menace pour les journalistes. Tout à fait. Ou un média qui est dans une zone où le terrorisme est en vogue, les terroristes frappent, ne peut plus aujourd'hui dire ils ont frappé à tel endroit, ils s'en sont pris à des civils, ils ont tué des enfants. Ces journalistes également font face tous les jours à ce risque-là. Donc, on est face à plusieurs dangers et il faut continuer à avancer dans le métier. Comment on le fait? C'est la question que le Régie s'est posée. Je vous ai dit qu'on a des membres à travers 20 pays. On a des membres du Mali, du Burkina, du Niger, qui tout le temps nous disent, mais nous on a ces difficultés, comment on fait? À l'interne, on invite des experts qui viennent leur parler. On s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas cette grosse conférence annuelle sur ce sujet-là? On a des membres congolais, on a des membres au nord du Cameroun, où cette guerre entre les anglophones et les francophones est toujours là et tout. On a des membres en RDC qui sont de Goma, qui sont de l'Est de la RDC, qui nous disent, mais aujourd'hui on a plein de confrères, on a même des médias en RDC, à l'Est de la RDC, qui sont mis sous tutelle
par le M23 qui est quand même aujourd'hui opposé à l'État congolais et tout, mis sous tutelle. Et donc le M23 décide de ce que vous dites, décide de l'édito. Et si tu veux pas, ben, tu quittes. Tu quittes, On a des confrères du côté du Soudan qui nous disent, mais nous tous, on a abandonné. On a des côtés du Mali où les confrères vous disent, mais on ne nous permet pas d'avoir accès à ces zones où les terroristes frappent et tout. Donc, on ne peut pas faire le travail. Tout le monde replie sur Bamako. De loin, tu ne peux pas informer sur ce que tu ne vois pas de près et tout. Et donc, sur ces questions qui émergent, elles sont tellement d'actualité qu'on s'est dit, OK, quels sont les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui en tant que journalistes sur le continent face à cette situation sécuritaire? Et c'est sur ça qu'on va réfléchir d'ailleurs le 31 octobre prochain, ici à Dakar, pour la deuxième édition de notre conférence annuelle. Tout à fait. Donc, on allait y venir justement le 31 octobre prochain. Vous allez avoir la deuxième édition de votre conférence annuelle du Régie qui va se passer ici à Dakar. Parlez-nous plus en détail de la programmation, comment ça va se passer pour que les gens puissent savoir. Alors, comme je l'ai dit, c'est une conférence annuelle au cours de laquelle on reçoit beaucoup de confrères venus d'un peu partout, on reçoit beaucoup d'aînés. Nos valeurs au sein du Régie, c'est le professionnalisme, l'esprit d'équipe et la transmission, qui est très chère. C'est cette ambition de transmission, cette volonté de transmission qui nous a poussé en 2023, comme je l'ai dit, les 20 lauréats à créer ce grand réseau pour qu'on transmette les uns aux autres et tout. Et donc, pour nos conférences annuelles, nous invitons toujours des aînés qui ont de l'expérience. L'Africain, la transmission, c'est très important dans notre culture. Oui. Un jeune Africain qui veut émerger, qui veut avancer, écoute toujours les aînés. Il y a toujours un ancien dans le quartier, il y a toujours, pas forcément ton père et ta mère, il y a l'oncle qui a vécu ça avant toi. Oui. Et donc, on entretient ça également au sein du Régie. Ça va se passer donc le 31 octobre à la Maison de la Presse Babacar Touré, ici à Dakar, où nous avons invité Serge Daniel, qui est le correspondant régional de RFI dans le Sahel, donc qui est confronté à la situation dont on parle, donc pour donner des clés, des outils aux plus jeunes. On ne donne jamais de leçons dans le Régie, c'est des clés, c'est des outils. Moi, j'avais connu ça, voilà comment j'avais fait. Peut-être que ce n'est pas le même contexte, mais tu peux essayer de voir un peu ce que tu peux tirer de mon histoire. On aura Serge Daniel, donc il va partager son expérience vraiment encore actuelle dans laquelle il est avec les plus jeunes. On a invité Sadibou Marong de Reporters sans frontières, directeur Afrique de l'Ouest, pour faire un peu l'état des lieux de tous les confrères dans ces pays-là où ces phénomènes sévissent actuellement, pour qu'on ait un regard global sur la situation. On a invité Bilal Taïrou, qui est le coordonnateur de l'AFCA, Alliance africaine pour le fact-checking, pour montrer un peu comment également, dans le traitement de ces informations liées au terrorisme, liées au conflit, les journalistes ne tombent pas dans le piège de la désinformation. Parce que, Sophia, je vous donne un petit exemple. Il y a une attaque terroriste aujourd'hui dans un de nos pays. Vous avez l'État qui donne ces chiffres qui sont différents. Les terroristes également qui développent beaucoup leur communication aujourd'hui, qui vous disent, mais nous, on a 100 000 militaires, ce sont des bêtises, c'est un exemple qu'on a pris en otage et tout. Et l'État dit non, c'est à peine 5 militaires que nous on a perdu. Et donc, dans cette guerre d'information, comment le journaliste arrive à déjouer tout ça et donner la vraie information, lui qui se retrouve pris entre deux feux. Et donc, Bilal Taïrou sera là pour nous outiller sur ça. Et nous avons également Moumini Kamara qui est expert média sécurité, qui est enseignant au CESTI, qui va également partager quelques notions avec nous. Et donc, on va recevoir, comme je l'ai dit, la transmission nous tient à cœur. Et chaque année, bien qu'on invite des professionnels, des journalistes qui sont déjà dans le métier, on invite beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants. Et cette année, on le fait en collaboration avec le CESTI, qui enverra 2 promos de journalistes de deuxième et de la troisième année en année de licence pour venir aux côtés des autres professionnels qui vont venir du Bénin, de la Guinée, du Mali, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure, même des confrères qui viendront de la France et de Paris, de jeunes journalistes africains. Et ensemble, on va réfléchir sur le sujet au cours de la journée du 31 octobre prochain ici à Dakar. C'est parfait, Madame Goudou. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et peut-être la dernière question sur laquelle j'aimerais finir, on a encore 2 minutes dans l'émission, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on parle aussi des conditions du journaliste africain en particulier. On sait que c'est un métier, il faut le dire,
dire, hein, ici en Afrique, assez sous-payé, très sous-payé, et ça rend un peu le journalisme vulnérable. Peut-être que vous pourrez inclure cette question-là. C'est une thèse de doctorat. C'est un thème qui vaut. Oui, vraiment. Une thèse. Il y a tellement à dire sur nos conditions. Oui. Vous avez commencé par le dire. Oui. Un journaliste mal payé, c'est un journaliste exposé à la corruption. C'est ça. C'est un journaliste exposé à la perversion financière. Ouais. Et tant que nous n'avons pas de vrais médias, de gros médias, mais des médias solides, avec un modèle économique clair et durable, il y a certains mots qui minent la profession qu'on ne pourra pas régler. C'est ça. Mais le mec qui gagne 50 000, Sophia, moi je viens de poser mes valises à Dakar, je vois le coût de la vie à Dakar. Très cher. Très cher. Vous avez vu ça? Très cher. Très, très cher. Ben écoute, quand tu as des confrères qui travaillent ici au Sénégal, qui sont à Dakar, qui gagnent 100 000, 150 000 francs, ben à quoi est-ce que nous les poussons? Et ça, il faut qu'on arrive à avoir de grosses boîtes de presse. Quand on a de grosses boîtes de presse, où certains arrivent à se faire avaler par d'autres, où on établit un modèle économique durable et tout, où les journalistes sont à l'aise. Je pense qu'un journaliste rassasié est à moitié déjà vacciné contre la corruption. Exactement. Et ça, c'est important pour nos conditions de travail. Quand des journalistes sortent leurs sous pour acheter le moindre enregistré et aller sur le terrain, il y a un souci. Quand il y a des maisons de presse qui disent aux journalistes, ben, je te trouve 5-10 ateliers cette semaine, tu émarges 5 000 et fais le point et tout, tu peux vivre avec ça parce que je n'ai pas de quoi payer. On est en danger. Et ça arrive souvent. Et ça arrive très souvent. J'ai discuté avec des confrères de par le Bénin, dans tous ces pays où j'ai été et tout, j'ai discuté avec des confrères qui n'ont même pas un salaire régulier. Parfois, c'est selon l'humeur du promoteur, parfois, c'est selon les entrées à la caisse et tout. Parce qu'on n'a pas de modèle économique. Et également, cette subvention des États pour la presse, ce n'est pas de la manne, ce n'est pas une faveur. C'est du rôle régalien de l'État d'accompagner l'information et de renforcer ces maisons de presse. Il y a tellement de choses à dire sur nos conditions de travail que, comme je vous l'ai dit, Sophia, on pourrait en parler jusqu'à demain. Si on même écrire un livre sur ça, ce sera plusieurs tomes. C'est un projet peut-être à mettre comme ça en tête. En tout cas, Madame Goudou, merci beaucoup pour cette belle interview. Et on donne rendez-vous à tous le 31 octobre. Tout le monde, tous les journalistes, tous ceux qui peuvent se déplacer ici à la maison de la presse à Babacar Touré de Dakar. Le 31 octobre, on commence à 9 h parce qu'on a tellement de choses à se dire qu'on commence vraiment à l'heure. Pour ceux qui ont fait l'expérience de Cotonou, à 9 h 05, pas beaucoup de protocoles. Les petits discours où il faut faire le yo-yo sont passés à 9 h 05. On avait déjà démarré la discussion. Pourtant, le temps ne nous a pas permis de tout dire. Donc, soyez à l'heure, venez. Pas besoin d'invitation officielle, formelle. Venez seulement à la Maison de la Presse. Les portes sont grandes ouvertes. Le directeur général de la Maison de la Presse, que je remercie personnellement ici, qui nous a donné une grande salle. Tout y est, vous serez à l'aise pour qu'on discute dans de bonnes conditions. Et pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement sur Dakar ou sur la Maison de la Presse, ce sera en live sur la page Facebook de Régie. Allez sur Facebook, tapez Réseau du Pont-Vallon pour le journalisme d'investigation. Ce sera en live à 9 h GMT. Nous vous attendons tous en ligne. Sophia, l'année dernière, on a eu 1000 personnes en ligne. Connectées d'un peu partout. En dehors des 300 qui étaient en salle et tout. Donc, tout le monde a sa place. On vous écoutera, vos préoccupations, vos contributions. Rejoignez-nous le 31 octobre. Ce sera avec plaisir qu'on le fera ensemble, cet exercice. Parfait. Un rendez-vous très important à ne pas manquer. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Cécile Goudou. Merci à vous, chers téléspectateurs d'Amani TV, la télé de l'Afrique. C'était votre émission En Entretien avec. Je suis Sophia Abba et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Thank you.